Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, ça y est, c'est le MyEco Talks du mois et ce mois-ci, je suis ravie d'accueillir au micro du podcast une collaboratrice qui va nous partager son expérience au sein de l'entreprise dans laquelle elle travaille aujourd'hui, mais aussi les expériences passées qu'elle a pu avoir. Alors aujourd'hui, pour partager le micro, j'accueille Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Marline. Comment est-ce que tu vas ? Bah bien, un petit peu stressée, je t'avoue, parce que j'ai pas l'habitude d'être dans ces conditions face à un micro, en tout cas de ce côté du micro. Mais j'ai hâte de partager mon expérience avec toi et avec tes auditeurs et auditrices. Mais écoute, moi aussi, j'ai hâte. C'est vrai que toi, je le dis à nos auditeurs, petit spoiler pour la fin de l'épisode, que toi aussi, tu as un podcast dont on parlera en fin d'épisode. Et donc, effectivement, d'habitude, c'est toi qui accueilles les gens. Donc, moi, je suis très contente aujourd'hui d'inverser la situation et de pouvoir t'accueillir au micro. C'est très chouette pour moi aussi, en fait, parce que c'est une expérience et le sujet du travail me tient fort à cœur. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de participer à ton podcast aussi, quoi. Ah écoute, je suis déjà ravie. Tu vois, je suis déjà super impatiente de cette discussion. Pour commencer, je pense que le premier step, ce sera de dire à nos auditeurs en quelques mots qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Donc moi, c'est Virginie, j'ai 27 ans, je vis à Liège depuis quelques années. Je suis originaire d'Éouaille à la base, donc pas très loin de Liège. Je suis passionnée de photographie, de podcast, de lecture aussi et de yoga. Et je travaille dans la communication depuis plus de 4 ans maintenant. Ok. Super. Aujourd'hui, ton job au quotidien, il consiste en quoi, plus ou moins ? Alors, je suis chargée de communication externe pour une institution fédérale. Et en fait, au quotidien, je dois parler de l'institution à l'extérieur. Et à l'extérieur, c'est quoi ? C'est le grand public via les réseaux sociaux, via des communiqués de presse, via notre site web, via des événements aussi. Donc, ce genre de choses, vraiment parler de l'institution, de ce qu'on fait à l'extérieur, communiquer à l'extérieur. C'est ça. Est-ce qu'on peut t'appeler community manager ou pas vraiment ? Ça fait partie de mes tâches. C'est pas que ça, vraiment. Chargée de communication externe, il y a de ça. Il y a du management de communauté, beaucoup de réseaux sociaux quand même. On est actif sur les 4 réseaux, LinkedIn, Instagram, X et Facebook. Mais on n'est pas que en ligne, quoi. Il y a d'autres choses aussi qui se passent. Pour entrer dans le vif du sujet par rapport au monde du travail, la première question que j'avais envie de te poser, c'est finalement, on parle beaucoup de bien-être au travail, cette importance de se sentir bien. C'est quoi la vision que toi, tu as du bien-être au travail ? Qu'est-ce qu'il faut en fait pour se sentir bien au travail ? Je suis d'accord avec toi déjà. Je pense qu'on en parle beaucoup et on en parle et c'est important, donc il faut en parler. Pour moi, qu'est-ce que c'est ? Je dirais que ça doit nous permettre de trouver un équilibre. On doit se sentir bien. On pourra pas tout le temps se sentir bien au travail, mais il faut qu'il y ait cet équilibre. Si j'ai une période de stress, elle doit être compensée par une période où je vais me sentir mieux. Je dis pas que quand on est stressé, on va se sentir mal, mais parfois c'est pas forcément les périodes les plus chouettes, mais que ça se soit équilibré, aussi qu'on soit dans un climat sain pour aborder des problèmes, qu'on puisse recevoir du feedback, qu'on puisse en donner aussi. Je pense que oui, on se sent bien. Enfin, moi, je me sens bien quand je peux m'exprimer auprès de mes collègues ou auprès de mes supérieurs aussi. Je me sens bien aussi quand j'ai une flexibilité. Donc, quand mon employeur me permet de bosser un peu en télétravail, de bosser un peu ailleurs de chez moi, qu'il est pas en train de me fliquer tout le temps, qui regarde pas si je suis en vert sur Teams. C'est un peu un cliché, mais je sais que ça existe. Moi, je me sens bien quand il y a une flexibilité. Je dis pas quand on me laisse tout faire, parce que j'ai besoin de cadre aussi personnellement. Mais la flexibilité, c'est important. C'est ce que je vais rechercher si je change d'emploi demain, clairement, quoi. Et tu parlais de pouvoir s'exprimer librement. Qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'on crée un cadre dans lequel on se sent libre de s'exprimer, justement ? Je pense que c'est quand on travaille avec des gens qui nous écoutent, qui nous laissent la place pendant des réunions ou juste au quotidien dans nos tâches, et quand on doit un peu leur expliquer ce qu'on fait, si c'est par rapport à nos supérieurs. Je dirais que c'est ça. Ouais, c'est ça, mettre l'écoute au centre. Moi, j'ai connu des patrons qui te demandaient un peu comment ça va, mais qui n'écoutaient pas en fait la réponse qu'elle est derrière. Du coup, est-ce qu'on sait aller plus loin dans cette écoute ? Comment on peut faire pour être dans une vraie écoute qui est active finalement ?
C'est une bonne question, mais je crois que oui, prendre le temps en fait peut-être, favoriser peut-être les conversations informelles aussi, pas que prendre le temps en réunion de dire ah comment tu vas. Et ça c'est vrai que je remarque que bah parfois on prend pas assez le temps de demander comment ça va, et pas que les patrons ou les chefs envers les collaborateurs, mais aussi entre collègues, juste parfois se poser et dire mais ça va. Enfin moi je suis assez attentive aussi à comment mes collègues réagissent quand je vois sur leur tête que ça va pas, je me dis tout de suite faut faire quelque chose. Après, c'est pas forcément à moi de le faire, mais oui, je crois que créer des moments peut-être aussi un peu plus informels, voilà, autour d'un café à la machine à café, encore cliché, mais non, parfois, ça marche bien à la machine à mais café. c'est là aussi parfois que moi j'apprends des trucs ou que des collègues, parce que voilà, moi je suis chargée de communication dans une institution où on est plus de 200. Il y a beaucoup de contenu à créer et à communiquer, mais des fois on peut pas être partout en tant que communicant, donc rencontrer les gens dans les couloirs, bah ça permet aussi de d'avoir leur feedback ou d'avoir voilà, ah tiens, j'ai un projet bientôt, est-ce que tu pourras communiquer dessus? Il y a beaucoup qui s'échangent de façon informelle, et je pense qu'il y a beaucoup qui peut se faire aussi en termes de bien-être au travail de façon informelle, ou en tout cas de discussion sur ah bah comment tu te sens, peut-être un peu de perso parfois aussi, parce que bah on arrive au travail, on n'est pas une personne si différente de ce qu'on est à la maison, l'air de rien. On amène parfois aussi des problèmes, parfois c'est le contraire, on ramène à la maison, mais on ramène aussi au travail, et on reste des humains en fait. Donc si on communique pas à un moment donné de façon plus naturelle que dans une réunion, bah où est-ce qu'on le fait quoi? Oui, c'est vrai, et c'est pas toujours évident, je pense, dans une entreprise de créer justement ce climat de communication dans lequel tu peux aussi amener de l'émotionnel, parce que on reste humain, comme tu le disais. Donc c'est clair que on a besoin aussi de pouvoir exprimer les émotions qu'on a. Donc oui, ça c'est intéressant, et donc j'entends que c'est quelque chose qui pour toi, je pense, ce serait du coup le point central pour toi d'avoir une bonne communication au sein des équipes, de se sentir écouté, de pouvoir s'exprimer. C'est un peu un des points centraux de ce bien-être au travail. Oui, clairement, ça et la flexibilité, je dirais, et aussi pas trop de pression, mais bon, ça c'est variable et ça dépend de tellement de choses aussi que voilà. Est-ce que la pression, toi, quand tu l'as vécue, que ça soit aujourd'hui dans ton expérience de travail, mais aussi dans tes expériences passées, est-ce que cette pression, elle était due à quoi en fait, tout simplement? Ben, je pense, moi, en tout cas, personnellement, il y a la pression que je me mets déjà à moi-même. Voilà, je suis quelqu'un, je vais pas dire vraiment perfectionniste, je pense que c'est pas exactement le terme, mais oui, j'ai envie que le travail soit bien fait. Et je vais naturellement me dire, j'ai envie que ça soit bien fait, et parfois je vais me mettre un peu plus de pression. Là, je suis dans un job actuellement où je ne ressens pas de pression importante. Il y a des choses à faire, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à faire, mais j'ai l'impression que là, c'est plutôt de la pression. Elle vient de moi-même, en fait. En fait, on a tellement de choses sur lesquelles on pourrait communiquer que moi, je veux tout prendre et tout faire. Donc là, je me mets plus la pression à moi-même parce que j'ai pas des objectifs. Si, j'ai des objectifs, mais pas aussi précis. On va pas me descendre si j'ai pas fait 5 communiqués de presse. Mais voilà, moi peut-être que j'ai envie de communiquer sur telle chose. Par contre, dans mon premier job, là j'avais une pression qui était plutôt monétaire. Dans le sens où je travaillais pour des clients, donc dans une agence de communication. Et là, bah oui, c'était l'argent tout le temps, enfin très souvent. Et là, la pression elle était différente. Et c'était la pression aussi des clients pour lesquels on travaillait, et les clients qui avaient aussi la pression de leur chef, et nous aussi on avait la pression de leur chef. Et il y avait tout ça, donc c'était assez compliqué. C'est vrai que moi maintenant, bah je suis un peu à la place de mes clients, vu que je suis la chargée de com dans une institution, parce que je travaillais en fait avec les chargés de communication des institutions ou des entreprises. Donc là, je suis dans le rôle. C'est ça, tu as switché de place. Exactement. Il y a une pression, mais je suis aussi dans le non-profit, entre guillemets, le non-marchand, pour parler français. Ça, c'est 2 années dans le corporate qui m'ont un peu, qui m'ont changé mon vocabulaire. Franglais, oh mon Dieu. Mais oui, mais petite dédicace à nos auditeurs qui se moquent toujours des gens qui parlent un peu en franglais. Je suis désolée, je suis vraiment désolée, mais certains de mes amis, non, j'ai beaucoup d'amis qui comprennent, heureusement. J'ai fait des études de langue aussi, donc les gens qui m'entourent, ils savent. Et là, c'est vrai que oui, cette pression-là était complètement différente, et elle m'a moins convenu, on va dire. Raison pour laquelle je n'y suis plus. Oui, et effectivement, il y a la charge de travail, il y a la pression monétaire, comme tu dis, qui parfois est un petit peu induite par les patrons, et puis parfois aussi induite par l'environnement extérieur. Il y a plein d'éléments qui font que cette pression, elle se met en place. Comment on la gère, cette pression? Ça dépend. Aujourd'hui, je la gère pas trop mal parce que, un peu comme je disais tout à l'heure, elle est pas tout le temps constante. J'ai des moments un peu de rush, voilà. Typique exemple, cette semaine, ça a été full rush, et donc c'était pression. Mais je sais que la semaine prochaine,
ça ira mieux parce qu'aussi je vais faire en sorte que ça aille mieux. Là, j'ai été toute la semaine à Bruxelles. Je fais rarement ça. La semaine prochaine, je vais faire plus de télétravail. Je dis pas qu'il y a moins de pression en télétravail, mais je suis plus focus et je prends plus le temps aussi. Et voilà, je sais que moi, ça m'aide en tout cas d'avoir un peu plus d'équilibre là-dedans. Donc là, je la gère, en essayant de faire en sorte que les moments de stress soient vite compensés par des moments moins rush, parce que tout le temps dans le rush, c'est pas possible. Et je l'ai été quand je gérais pas la pression, même si je crois que je l'ai gérée quand même, parce qu'au final, je m'en suis sortie et je bossais bien, mais je la gérais pas parce que c'était toujours plus, en fait. J'étais dans un climat du toujours plus. Et ça, c'est vrai que ça a assez vite pas matché avec ma personnalité, mais je m'en suis un peu rendu compte. Non, je m'en suis vite rendu compte, mais j'ai pas vraiment fait grand chose assez vite, on va dire. Mais j'étais vraiment dans un climat qui favorisait le toujours plus. Donc en fait, cette pression, j'arrivais pas à l'enlever. En fait, bon, je tentais toujours de faire autre chose en dehors du travail. Ça, j'ai toujours fait, j'ai toujours réussi à faire. Mais voilà, c'était dans mon premier job, c'était aussi des conditions particulières. C'était pendant le Covid, deuxième confinement, premier job. Donc en fait, je vais 2 semaines au bureau. Et puis après, c'est full télétravail. Jusqu'au moins, j'ai commencé en octobre, jusqu'au moins le mois de mai, juin, avant de vraiment retrouver les bureaux et les équipes et tout. Donc ça a été compliqué. En plus d'être dans ce milieu où voilà, les clients, agences, milieu d'agence, il y a un truc clairement, et ce Covid et cette pression monétaire aussi, quoi. Et mon propre caractère aussi dans un environnement peut-être pas fait pour moi. Ouais, c'est ça. Mais j'aime beaucoup cette idée de l'environnement peut-être pas fait pour moi. Je crois qu'il y a un peu de tout, parce que on parle souvent, quand on parle de pression au travail, on se dit souvent, mais il faut apprendre à gérer soi-même son stress et à se sentir mieux, etc. Oui, sauf que je pense qu'il y a toujours un pendant. Enfin, il y a un versant sociétal, il y a un versant individuel, et puis il y a un versant aussi de la société dans laquelle on est. Et effectivement, l'environnement est pas toujours adapté à nous. Exact. C'est vraiment ça, en fait, parce que moi, je travaillais beaucoup en équipe, et en fait, j'étais arrivée à un point où je voulais pas partir égale me mettre en maladie, parce que je le devais pour mes équipes. Je voulais pas les laisser tomber. Je suis arrivée à un point où je me sentais, on me faisait me sentir indispensable, alors que je l'étais pas tant que ça, mais je me sentais comme ça. Et il y avait des choses qui encourageaient ça aussi. Voilà, des collègues qui disent « Ah oui, heureusement que t'es là » ou « Ah, c'est vraiment bien que tu sois là parce que sans toi… » Puis en plus, des collègues qui disent ça, que tu sais, qui viennent de partir 2 semaines en maladie, entre guillemets, que je fais des guillemets que vous ne pouvez pas voir, mais maladie 2 semaines. Mais là, on sait clairement, c'est pas la grippe. On sait que c'est autre chose. Et on le savait à chaque fois. Parce que quand tu pars de façon aléatoire comme ça 2 semaines, c'est qu'il y a autre chose. Et donc, tes collègues qui te disent ça. Et puis, voilà, quand on te montre des exemples de la boîte qui sont femmes et très jeunes, mais qui deviennent CEO, et on leur dit, bah oui, cette personne a fait plus, elle a fait ce qu'on lui demandait pas de faire. Il y a une espèce de mise en avant de toujours faire plus. Et donc, moi, je sors de l'école. En parenthèse, très bon élève, pas trop habitué à l'échec. C'était pas un échec, mais voilà, je me suis retrouvée un peu je dois faire encore plus. C'est pas assez, c'est encore plus. Et on me montre que elle a fait plus, donc elle en est là. Elle a fait autre chose que sa job description, pour encore utiliser le mot en anglais. Elle a été plus loin. Et moi, j'étais plus dans le mode, mais je vais déjà essayer de bien faire ce que je dois faire. Et puis après, on verra. Sauf que voilà, j'étais dans ce climat où le toujours plus ne me permettait pas de faire ça calmement, en fait, de faire déjà ce que je devais faire correctement, et puis après le reste, on en reparle. Oui, c'est ça, ce toujours plus ne fait jamais redescendre. Enfin, comme tu dis, en fait, t'es dans un climat de pression qui, en fait, devient anxiogène, parce qu'on le sait, le stress, il est bon quand il est pas chronique, justement. C'est ça. Et tout humain a besoin de stress aussi, parce que c'est ça qui fait aussi qu'on a survécu au fur et à mesure de l'évolution humaine. Mais effectivement, c'est quand il devient chronique et quand tu sais pas, comme tu disais, avoir cet équilibre entre les périodes de rush et les périodes où la pression est moins grande. Quand la pression elle devient permanente, là, à un moment donné, ton corps, il en peut plus. C'est très intéressant, par contre, parce que souvent, on se dit, on va chercher en nous-mêmes le pourquoi moi je vais pas plus loin, pourquoi je sais pas en faire plus, etc. Et je trouve ça très intéressant que tu soulignes que toi, t'étais dans une culture du toujours plus. Et cette culture du toujours plus, elle peut être bien, mais où est-ce qu'on s'arrête? Mais c'est exactement ça, en fait. Et ce que j'avais un peu du mal aussi, c'est que j'avais l'impression qu'on parlait pas assez des problèmes qu'il pouvait y avoir, du burn-out, qui est un mot qui fait peur, je comprends, et puis qui est très galvaudé. Mais voilà, on n'en parlait pas, en fait. Et je pense que si on en avait parlé
Parce qu'il y a rien de mal à vouloir bien travailler, performance, machin, mais en fait, Bien à sûr. long terme, pour moi, c'était pas durable. Et surtout si on parlait pas des problèmes, parce que voilà, j'ai parlé de mes soucis et on me disait que oui, il y avait des aides externes, mais voilà, j'avais pas besoin d'aller raconter mon histoire à un psychologue externe, j'avais déjà quelqu'un qui me suivait. Donc voilà, ça me manquait un peu de. Après, bon, les entreprises sont clairement pas équipées, mais moi, je le regrette un peu dans la situation où j'étais, parce que je voyais bien que j'étais pas la seule aussi. Et donc là, quand on n'est pas la seule, là aussi, on se rend compte, bon, déjà, ça rassure, malheureusement, mais Ouais. ça rassure. On se dit, OK, on n'est pas la seule, parce qu'au début, c'est moi qui ai un problème, en fait. Ouais. Mais non, c'est pas toi. Mais ça, le temps que le cerveau fasse son chemin, et on avait beau me le dire, je devais m'en rendre compte moi-même. Pareil pour arrêter. Malheureusement, j'ai pas vraiment arrêté. C'est mon corps. Enfin, j'ai arrêté pour des mauvaises raisons. Voilà, des problèmes de santé survenus de nulle part, évidemment. Ouais. Mais on me disait d'arrêter et je n'y arrivais pas parce que j'avais cette peur de me retrouver face au vide, en fait. Déjà, faillir à mes équipes, alors que j'étais junior, hein. Mais Ouais, cette responsabilisation voilà, finalement qu'on a dans le travail, on n'a pas envie de lâcher, on culpabilise. c'est ça. Et je me suis rendu compte aussi, voilà, c'est ma première expérience de travail et je me rends compte, ah merde, sorry pour le gros mot, mais j'ai une valeur travail très importante. Et bon, je m'en doutais parce qu'il y a un peu de génétique là-dedans et de famille, mais je me suis rendu compte, ok, ma valeur travail est très importante et je l'ai mise beaucoup trop en hauteur par rapport à d'autres choses. C'est ça. On me l'a fait remarquer aussi, ça a eu des répercussions sur mes relations, sur mon état. Et c'est là on se dit, ah bah merde, on s'y attendait pas. Encore une fois, désolée pour le gros mot, mais j'avais pas prévu ça. Et enfin, après, on sait pas à quoi s'attendre. On rentre dans le monde du travail, on n'est pas équipé en fait pour rien du tout. Oui, bien sûr, on entend un peu parler de burn-out, de choses comme ça, mais on sait pas ce que c'est réellement. Est-ce qu'on doit vraiment nous le dire? Je ne sais pas au final, mais on sait pas à quoi s'attendre, on sait pas ce que ça va être. Puis aussi les collègues, enfin les relations avec les collègues, c'est aussi un truc qu'on découvre. C'est quand même un clash violent, je veux dire, quand on sort des études. Voilà, et cette première expérience, voilà, malheureusement, elle s'est pas. Enfin, j'ai quitté cet emploi parce que c'était clairement pas durable pour moi sur le long terme. Par contre, je le dis toujours, c'était une très bonne école, mais une dure école. Parce que j'ai appris énormément. Franchement, j'ai appris énormément. Je me suis fait des amis là-bas, des gens avec qui je suis toujours en contact. J'ai eu des mentors aussi exceptionnels. J'ai croisé des gens vraiment avec des parcours phénoménaux, des clients aussi très inspirants. Mais voilà, et aussi, je travaillais pour des très grandes entreprises. C'était pas très aligné avec mon éthique aussi, mais j'aimais beaucoup ce que je faisais pour eux, en fait. Et donc ça me faisait continuer, en fait. J'étais pas, j'aime pas mon travail ou je fais pas bien mon travail. Juste, c'était trop, parce que j'ai été mise dans des situations aussi où c'était beaucoup trop pour moi. Mais j'aimais bien vraiment la communication que je faisais, juste pas forcément pour qui et dans les conditions de ce moment-là. Et aussi, j'étais hyper jeune, ça, je crois qu'il faut aussi le souligner. Peut-être pas assez mature pour certaines choses, mais l'environnement était quand même pas très adapté, et pas qu'à moi, aussi à d'autres gens, quoi. Oui, comme tu le disais, c'est souvent aussi, et c'est souvent un truc qui rassure, c'est quand on constate qu'on n'est pas le seul dans l'environnement à souffrir de cet environnement, de cette pression, de ce climat qui est un peu anxiogène, je pense qu'on peut le dire. Ça rassure. Malheureusement, même si on aimerait bien que les gens soient pas non plus concernés par ce qu'on vit, mais c'est vrai que ça rassure de voir qu'effectivement, et ça montre bien quand tu as plusieurs personnes dans une même société qui sont face à un épuisement, à une pression, ce genre de choses, tu te rends compte qu'effectivement, c'est qu'il y a un climat quelque part ou quelque chose dans l'environnement qui dysfonctionne et qui mériterait d'être réajusté. Et enfin, j'entends beaucoup dans ce que tu me dis là, cette absence d'écoute justement et de communication. Et ça revient, tu vois, à ce que tu me disais là maintenant dans ta définition du bien-être au travail. C'est justement l'écoute, la communication. Est-ce que là aujourd'hui, t'as changé d'endroit? Et je pense que c'est bien parce que t'as eu la maturité aussi de te dire, je prends le recul nécessaire pour comprendre que c'est un endroit qui me conviendra pas et que je vais me faire plus de mal à essayer de rester et à essayer de changer cet environnement que de moi-même changer d'environnement. Et du coup, est-ce que là, aujourd'hui, en termes de bien-être, là où tu bosses, qu'est-ce qui est mis en place déjà là-bas? Il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire, mais j'aimerais juste réagir à ce que tu as dit, essayer de changer l'environnement où j'étais. Et en fait, c'était ça mon problème. En fait, j'en ai fait, mon problème. J'en ai fait vraiment ma bataille à un moment donné. J'en parlais tout le temps. J'étais là, oui, il faut faire gaffe, bien-être, machin, cette collègue-là, cette collègue-ci. En étant moi-même pas forcément guérie, puisque je rappelle, je me suis pas arrêtée. Donc, j'ai été diagnostiquée en burn-out, mais je me suis pas arrêtée. Je regrette beaucoup aujourd'hui. Enfin, je me suis arrêtée pour des raisons médicales, mais
pas pour le burn-out, en fait. Mon corps a fait... J'ai eu un problème pas prévu, mais c'est pendant ce temps-là que je me suis dit, ah oui, je vais faire un burn-out, Ouais, mais... en même temps, Donc voilà, c'est j'ai pas... Pour ça, j'ai pas géré du tout. Et mais bon, voilà, on apprend de ses erreurs aussi. Mais ça, clairement, je refais plus. Et c'est ce que j'essayais de faire, en fait, de vraiment changer. Et l'environnement, ouais. aussi, avant de partir, parce que je voulais pas que mes collègues qui restaient encore là vivent pareil. Et il y a beaucoup de gens qui vivaient aussi des moments de pression. Certains s'en sortaient mieux que d'autres et d'autres avaient du mal, quoi. Donc, j'ai beaucoup essayé de faire ça. Et je remarque, bon, finalement, j'ai changé de job. Parce que ça aussi, on me disait, oui, change de job. Alors, c'est facile de le dire, mais il faut l'énergie pour changer de job parce que il faut postuler, il faut aller à des entretiens, il faut le temps. Bon, moi, ça va, j'ai pris un peu de temps entre deux réunions via Teams aussi. J'ai fait pas mal d'entretiens, mais il faut de l'énergie. Il faut réapprendre à se vendre aussi après plus de 2 ans dans une boîte où voilà, t'as fait certaines choses. Donc, ça m'a pris quand même un temps pour avoir ce déclic. Et malheureusement aussi, c'est la perte d'un proche qui m'a fait me rendre compte que je pouvais plus me rendre malade pour le travail. Là, je me suis vraiment dit, ouais, non, il y a des choses plus importantes que ça. Et c'est dommage, mais on est tellement plongé dans ce quotidien qu'on en oublie le reste et il faut un truc vraiment grave pour le coup pour se dire, ah oui, non, là clairement, c'est terminé. Je ne reste pas là, je change de job. Et donc, j'ai changé de job. Et en fait, j'ai fait une expérience assez brève de 6 mois dans le public cette fois. Et ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que j'ai remarqué aussi que je voulais encore un peu changer les choses là-bas aussi. Parce que j'étais entourée de personnes qui se sentaient pas forcément très bien là où elles étaient. Et je me suis encore fait vite... je me suis encore vite donné la mission de non, il faut pas que ce soit négatif, parce qu'en fait je remarque que cette ambiance négative que eux pouvaient dégager parfois avait un gros impact sur moi. Oui, ça déteint. Clairement, j'absorbe beaucoup. Et là, je me disais, oui, il faut absolument qu'on fasse un team building pour la cohésion d'équipe, machin. Et malheureusement, ça n'a pas été très bien reçu pour plein de raisons. Et là, je me suis dit, mais mince, en fait, c'est quoi le problème? Et en discutant avec ma thérapeute, puisque voilà, j'étais suivie et je suis toujours par une psychologue du travail à la base, me disait que en fait c'est un jeu et il y a des règles et parfois les règles du jeu elles sont pas en votre faveur, quoi. Et ça il faut s'y habituer, quoi. Et je dis toujours, trouver le job qui cochera toutes les cases parfaites, où il y a c'est l'équipe parfaite, la charge de travail parfaite, les horaires parfaits, enfin c'est pas possible en fait. Qui conviendra à nos objectifs personnels et tout, qui sera éthiquement parlant ok, enfin ça n'existe pas. Et donc là j'ai dû me dire ok, en fait le jeu, il sera pas forcément tout le temps en ma faveur à 100%. Et il faut juste à un moment donné, il faut pas tout abandonner, tout laisser tomber, mais il faut s'y faire, quoi. C'est comme ça, c'est le monde du travail, c'est comme ça. Il faut que je joue moi sur ce que je peux vraiment changer et en l'occurrence pas ça. Et donc j'ai changé de travail pas pour ça, mais parce que j'avais un peu quitté le monde de la communication et ça me manquait. Et j'ai vu une offre d'emploi qui me parlait beaucoup plus. Parce que je me disais, retourner dans le monde de la communication dans 10 ans, ça va pas être possible. Ça évolue tellement vite, en fait, que j'ai changé. Et donc là, maintenant, je suis dans une institution fédérale depuis un peu plus d'1 an. Et là, moi, personnellement, ça va mieux. Parce que, voilà, avec les expériences que j'ai eues, je fais gaffe. Je sais que j'ai fait des choses pas forcément... qui n'étaient pas forcément adéquates pour mon bien-être. Maintenant, j'y fais attention. Mais c'est vrai que là, j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont là depuis très longtemps, qui m'ont dit qu'elles avaient déjà fait un burn-out. Et donc là, je me suis dit, en fait, c'est partout. Je le sais. Pas rire à ça. Non, mais c'est un peu sarcastique. Mais c'est vrai que, et en fait, on s'en doute. Et puis, il y a burn-out et burn-out, bien sûr. On m'a pas détaillé les choses, mais en fait, ouais, il y a partout des gens qui sont à un moment donné épuisés pour X ou Y raison. Et j'ai bien compris aussi que le burn-out, c'était pas que le travail. Enfin, ça va être aussi alimenté par des choses personnelles. Moi, voilà, j'étais dans une période, il y avait le Covid. Donc, en fait, ma vie en dehors du travail à ce moment-là, premier job, c'était pas grand-chose. Puis, voilà, j'avais déménagé aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et le personnel alimente aussi parce que tout est lié, quoi. Et donc, voilà, là, je me retrouve dans un endroit où j'ai quand même entendu que quelques personnes avaient déjà fait un burn-out. Je me dis, bon, ok, mais j'ai essayé de pas en faire un drame non plus. Je me suis dit, en fait, oui, ça arrive. On est plus de 200, on en trouvera bien, ça arrive. Et il y en a qui vont peut-être pas en parler, d'autres qui vont en parler plus facilement, mais d'office, il y aura des gens. Et on a un service de prévention et de bien-être. Alors, moi, dans l'état, j'y ai pas fait appel encore, mais je vois que, je dirais pas qu'il est pas efficace, mais je vois que c'est très difficile de mettre concrètement en œuvre des choses pour ça. Voilà, par exemple, il y a des gens qui reviennent de maladies, maladie longue durée, burn-out clairement. Ils attendent un suivi. Parfois, il y a des suivis qui sont promis
Et je vois que c'est extrêmement difficile de mettre ça en place, en fait. Okay. Et donc, je pense, voilà, il y a ce service qui existe, mais concrètement, je pense il y a énormément de difficultés à vraiment mettre ça en place parce que ce service ne s'occupe pas que de ça, de la sécurité aussi. C'est un très gros Oui. bâtiment, donc c'est une des missions. Mais je pense que ça mérite beaucoup plus de temps. Après, voilà, je suis pas dans leur service, mais déjà, ça a le mérite d'exister. On va souligner le positif. Il y a des personnes de confiance aussi. Ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'il faudrait allouer beaucoup plus de moyens à la partie bien-être au travail et en tout cas dans le suivi des personnes qui reviennent, par exemple. Mais on a déjà un service et ça, c'est déjà pas mal. Ouais. Et on en parle de façon un peu plus libre, j'ai l'impression. Et dans la prévention, du coup, est-ce que tout le monde... Parce qu'on parle beaucoup de burn-out, mais moi, j'aime aussi toujours préciser qu'il y a aussi ce qu'on appelle le bore-out, le burn-out. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui dans ton service, qui sont acquises, où on se dit, ouais, on connaît la différence entre les trois, on sait les signes annonciateurs, on peut agir dessus, ou est-ce que pas du tout? C'est une super bonne question. Je suis au fédéral et au fédéral, il y a quand même pas mal d'initiatives là-dessus. Ouais. Notamment aussi sur tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. Ouais. Donc vraiment les effets physiques et ça, on peut en avoir tout aussi bien en faisant un travail d'ouvrier, travail tout le temps debout, mais aussi assis devant un bureau, tendinite, tout ça. Enfin, c'est pas une blague. Mais malheureusement, vraiment toutes les spécificités, je ne pense pas. Non. Il y a un petit chemin à faire au niveau de la prévention. Il y a probablement un petit chemin à faire. Et moi, personnellement, voilà, je sais que le service existe. Je suis en contact parce que je suis service communication. Mais voilà, j'ai eu des infos, mais j'ai pas eu forcément beaucoup de choses sur cette prévention-là. En fait, les infos que j'ai, c'est plutôt moi qui vais les chercher moi-même, et je suis au courant qu'au fédéral, il y a des choses qui se passent, quoi. Mais je sais que dans l'environnement dans lequel je travaille, les gens en sont conscients. On en parle, quoi. Ouais. C'est pas un tabou, en fait. C'est ça. C'est pas un tabou. Ça, c'est bien. Ouais. Ça fait plaisir aussi que ce soit. Oui, voilà. Comme j'ai dit, je suis arrivée pas directement, mais on m'a dit quand même assez vite, voilà, je discute avec les gens, ça fait combien de temps que t'es ici? Et ben, oui, c'est assez naturel, en fait. Ouais. Les gens en parlent, et ça, je trouve ça déjà bien. Après, voilà, ce qui est mis en place. Et puis, les situations aussi sont tellement différentes et individuelles. Donc, mais le service existe et je pense que voilà, si je devais aller le trouver demain, j'irais et on verrait ce qui se passe. Mais le service a le mérite d'exister. Oui, c'est ça. On peut souligner que le service a le mérite d'exister. Je vois que le temps file. Donc, j'ai envie de te poser une dernière petite question. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux climatiques, sociaux, sociétaux, et parmi tous ces enjeux-là, on réfléchit de plus en plus à qu'est-ce qu'on a envie pour le monde de demain. Tu fais partie de... Toi, je pense un peu comme moi, à cheval entre les millennials et la Gen Z. Exact. On parle beaucoup de la Gen Z, ouais. Ces fameux paresseux feignants qui ne veulent plus travailler. Je pense que c'est pas du tout ça le fond. Et pour être à cheval entre les deux générations, je pense toi aussi, je crois que on a des attentes. Et tu le disais, toi, ta valeur travail, elle est hyper importante, mais je pense que clairement le Covid et ces nouvelles générations qui émergent sur le monde du travail ont amené aussi des nouvelles envies, des nouveaux enjeux, et que le travail de demain va devoir se repenser. Et du coup, la question que j'aime poser à tous mes invités, c'est pour toi, le travail de demain, c'est quoi finalement? C'est une très bonne question. Je pense le travail de demain, il est flexible, clairement. Il est à l'écoute, pour reprendre ce que j'ai dit, ce qui est important. Il est flexible et à l'écoute. Et il est peut-être un peu plus inclusif aussi, dans le sens pas autant séparer les générations, puisque comme tu dis, il y a beaucoup qui disent Gen Z, fainéant, machin, mais peut-être que en fait chaque génération a à apprendre l'une de l'autre, enfin bien sûr, clairement. Et je pense que voilà, les considérations sont clairement différentes. Cette génération ne met plus la valeur au travail aussi centrale que nos générations, les générations qui nous ont précédés. Mais c'est mieux en fait, parce que l'idée c'est quand même de travailler pour vivre et pas vivre pour travailler, quoi, pour reprendre une expression un peu bateau. Donc je pense que oui, parce que je crois qu'on a aussi à apprendre clairement de nos aînés, de la génération d'avant, mais dans les deux sens en fait. Et si on peut allier ces approches pour aussi les objectifs de demain et faire attention à notre planète quand même, je crois que ça pourrait être sympa, parce que je crois que les deux ont des choses à apporter, enfin toutes les générations ont des choses à apporter, mais les objectifs sont différents aujourd'hui, quoi. Et je crois qu'on a bien besoin de toutes les idées et de toutes les visions de tout le monde pour y arriver, quoi. Ouais. Donc, en résumé, on pourrait dire un travail qui est plus flexible, plus à l'écoute et plus inclusif. Exactement.
Ah, mais j'ai trop bien résumé ça. J'avoue, c'est très bien. Mais écoute, Virginie, merci beaucoup d'avoir été au micro du podcast Métro Boulot Finito. C'était un plaisir pour moi de t'accueillir. Petite dernière question, est-ce qu'on a un petit point de contact pour te retrouver? On a parlé en début d'épisode de ton podcast. Est-ce qu'il y a une petite page quelque part où on peut aller voir un petit peu ce que tu fais à ce niveau-là? Oui, bien sûr. Donc, c'est Vitavie, le podcast. Et en fait, Vitavie, ça s'écrit Vitavie. C'est un jeu de mots, en fait, avec mon surnom, Virginie Vie. Okay. Donc, il n'y a pas de S, c'est pas une faute d'orthographe, c'est un jeu de mots. Et sur Instagram, c'est vitavie.lepodcast. Donc, faut pas hésiter à me contacter. Oui, pour en apprendre plus sur le podcast ou même pour discuter de nos visions du travail, ça peut être très sympa. Parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Donc, pour aller plus loin aussi par rapport à ce que tu as dit aujourd'hui, parce que une demi-heure, c'est long et c'est court en même temps. On pourrait encore en parler des heures et je le sens bien avec toi. On a encore plein de choses à dire. D'ailleurs, pour tous nos auditeurs qui voudraient te retrouver et échanger avec toi, je mettrai les liens de contact en description de cet épisode. Virginie, encore un grand merci d'avoir participé à cet épisode. Merci à toi, c'était super chouette. Ouais, c'était un super moment. J'espère que nos auditeurs ont aimé ce moment autant que nous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte Mayeko Design. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et oui, c'est encore moi. Et si tu es resté jusqu'à la fin de cet épisode, on exclut pour toi la thématique de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera de la méthode Pomodoro. Donc j'ai hâte qu'on en discute ensemble. Encore merci à toi d'être resté jusqu'au bout et à la semaine prochaine pour ce nouvel épisode.